Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme pour faire le débrief de cette étape numéro 13. L'entrée dans les Alpes, première étape avec une arrivée du côté du Grand Colombier. C'était... ça ressemblait un peu à un apéritif pour le moment, cette étape du côté du Grand Colombier. Bon, j'attendais pas grand-chose et on n'a pas vu grand-chose. J'avais un petit peu des doutes sur cette étape du Grand Colombier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu lors de cette étape. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter le pouce bleu. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. Vous pouvez également, si vous en avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, faire un super thanks. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Également TikTok avec le débrief rapide juste après l'arrivée de l'étape. Belle victoire de Kwiatkowski, il faut le saluer, il a fait quand même une belle journée à l'avant de la course. D'une course qui a été un peu moyenne, on va pas se mentir, parce que en début de journée, je me suis dit « Ah, ça va être grand spectacle !» UAE a décidé de mettre en route, ça va rouler à un rythme démentiel. Je suivais ça un peu de loin parce que je faisais la présentation de l'étape. Mais je voyais que l'échappée avait du mal à sortir, que voilà, l'échappée, c'était pas la première qui était sortie qui irait au bout. Donc je me suis dit « Ah, Pogačar, il veut taper un grand coup aujourd'hui !» Et puis pour qu'au final, dans le sprint intermédiaire où il y avait un petit col de deuxième catégorie, eh bien, mais qui n'était pas au classement de la montagne, mais ça faisait comme si c'était un col de deuxième catégorie, et bien au final, on perd du temps, et qu'à la fin, eh ben, on finisse à 50 secondes, mais les 50 secondes, on les perd à ce moment-là. Donc j'ai eu du mal à comprendre la stratégie de la UAE aujourd'hui. Pour tout vous dire, même si Pogačar fait pas une mauvaise étape, hein, mais j'ai eu un petit peu du mal à comprendre la stratégie de la UAE. Après, bon, on voit que Vingegaard est au-dessus avec Pogačar, hein, très clairement, les autres font... C'est un autre match, et on voit que dans ce match-là, Gaudu sera pas dans le coup pour le podium. Ni pour le top 5, je crois qu'il faut maintenant se leurrer. Il faut arrêter de se leurrer. Et puis, belle victoire de Kwiatkowski, qui l'a joué avec de l'expérience, qui l'a joué très intelligemment. Kwiatkowski, c'est fou parce que c'est quand même un mec, depuis 5 ans, hein, on le voit 3 jours par an, Kwiatkowski. Ça doit se résumer à ça. Alors, les 3 jours où tu le vois, il claque les victoires. On lui laisse pas beaucoup de champ libre chez Ineos, mais alors putain, quand il éclate les victoires, ça fait toujours des beaux résultats. Mais c'est vrai que ça a été une étape un petit peu moyenne. Bon, on va revenir sur quelque chose aujourd'hui. Alors, je me suis souvent attaqué à France Télévisions. Bon, hier, vous avez vu, je me suis pas attaqué à France Télévisions. Pourtant, il y avait des choses à dire. Je me suis dit, non, calme-toi. Faut se réfréner un petit peu parce qu'il y avait des choses à dire. Alors c'est France Télévisions, c'est toujours la réalisation avec Menties, on sait pas d'où il arrive, et Ben O'Connor pareil, hein, avec des chronos qui n'étaient pas en adéquation avec ce qui se passait à l'écran, parce qu'il y avait Menties tout seul et c'était marqué groupe O'Connor. Bon, je pense qu'Anthony, alors Anthony Forestier est pas bon en réalisateur, mais je l'avais déjà dit l'année dernière, je pense qu'en plus il est très mal accompagné dans le cas régie. C'est-à-dire qu'il est pas bon, et dans le cas régie, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de talent à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens, je me demande ce qu'ils foutent, parce que il n'y a personne qui se dit, que ça soit Jalabert, que ça soit Pasteur Marion Rousse, ou que ça soit en interne, qui se disent, bah tu me le changes ça, le Ben O'Connor, ça doit prendre 10 secondes à faire. Hein. C'est-à-dire 10 secondes où il faut enlever le Ben O'Connor de l'écran, mettre Louis Menties, remettre ça à l'écran. Ça doit prendre 10 secondes. Quand même, là c'est... bon, j'avais dit que je ne devais pas m'attaquer à France Télé, je m'attaque aujourd'hui. Non, c'est le buzz. Non, c'est le public. Le public qui est indiscipliné. Hein. On se souvient du Danemark l'année dernière où j'avais dit le truc que j'espère qu'on retienne du Danemark. J'avais dit, bon, le départ servait pas à grand chose, mais au moins, c'est qu'on avait un public qui avait de la ferveur, mais qui savait se tenir. Il n'y avait pas un mec sur la route au Danemark. Regardez les 3 étapes, il n'y a pas un mec qui a un pied sur la route. Pourquoi sur le Tour de France, on n'est pas foutu de faire ça? Parce que ce qui va se passer, je ne sais pas si vous avez vu la palette de Jackie Durand avec les téléphones, on a vu des drapeaux aussi. Alors c'était hier, je ne sais pas qui a eu la bonne idée de distribuer des drapeaux sur la caravane du Tour, parce qu'ils avaient tous des drapeaux, donc c'était que hier, vous avez des drapeaux.
Donc ça doit être soit la région, soit un journal local, je ne sais pas, qui a eu cette bonne idée. Bah alors les drapeaux, je crois que les coureurs ont dû s'en prendre. Il y a au moins 15 ou 20 coureurs qui ont dû se prendre un drapeau dans la gueule. Voilà. Pareil avec aujourd'hui, il y a quelques jours avec les téléphones à moulin, mais c'est pas la première fois, on l'a vu également sur le Giro, c'est quand même fou ce genre de choses. Et là aujourd'hui, le mec qui a montré son cul devant la télévision. Alors en plus, c'est pas bon signe parce que le premier à avoir fait ça, c'est Hanouna. Quand tu sais comment tourne en ce moment Cyril Hanouna, c'est pas bon signe de vivre que pour le buzz. Le Tour de France n'est pas le lieu, tout simplement, pour faire le buzz. Je pense aussi que le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de sanctions financières, pécuniaires. Il n'y a pas vraiment d'amende quand tu percutes un coureur du Tour de France. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amende. Peut-être falloir réfléchir à mettre des amendes pour ce genre de choses. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est peut-être un truc de vieux, je vais dire. J'ai l'impression que les gens n'ont plus aucun savoir-vivre. Enfin, il y a 50%, en fait, il y a 50% de la population qui sait très bien vivre avec en communauté, ce genre de choses. Et j'ai l'impression que les 50% de la population qui ne sait pas vraiment communauté et qui n'a aucun sens, aucun bon sens. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, je vais en course avec ma mère. On est au rayon saucisson. Il y a des gens qui étaient au milieu du... Alors le rayon saucisson dans mon magasin, il est à côté des caisses. Vous voyez un petit peu pour situer le truc. C'est un truc qui est en tête de gondole, les saucissons, parce qu'ils n'ont pas une gamme de saucissons énorme. Donc là, je suis au rayon saucisson. Et il y a des mecs qui étaient là, qui se disent pas « on gêne les gens qui regardent les prix », qui étaient là en train d'essayer des vêtements. Alors que le rayon vêtements est totalement à l'autre bout, parce qu'il y avait il y avait une dame qui avait dit à son mari, enfin à son compagnon, parce qu'ils étaient assez jeunes, je ne sais pas s'ils étaient mariés, « Ah regarde, je t'ai trouvé ça en taille L ». Oui, mais alors c'est pas l'endroit, c'est pas le lieu, vous pouvez vous mettre à un autre endroit juste pour tester un maillot. Enfin, c'est devant les saucissons, moi j'essaie de contrôler les prix entre deux saucissons, de savoir, celui-là il a l'air pas mal, l'autre il a l'air pas mal, lequel je prends, j'hésite un petit peu. Sans déconner, quoi. Et là, le mec qui monte son cul devant tout le monde, mais il n'a pas idée 10 secondes de se dire que déjà, il passe pour un con devant la France entière. Parce que c'est bien. Après ça, je pense que tu peux faire les enjeux à télé-réalité. Mais c'est con, ça se fait plus, les enjeux à télé-réalité. Et que c'est absolument pas le lieu de montrer son cul en courant à côté des coureurs. Et imagine... Le pantalon tombe au niveau des chevilles, il se pète la gueule comme une merde au milieu des coureurs cyclistes qui sont dans une montée et qui ne peuvent pas l'éviter. C'est bien, tu craches 3 coureurs dont un qui se pète la clavicule. Bien Jean-Claude, belle idée. Alors le problème c'est que on est toujours sur le même souci sur le Tour de France. Tu as 70% du public qui ne regarde pas du cyclisme à un autre moment de l'année, qui vient sur le Tour de France parce que c'est le Tour de France, pas parce qu'il va voir du cyclisme. Tu as 30% de fans, tu as 30% de autres. Voilà. C'est ces 70% là qui foutent la merde. Alors je ne sais pas ce qu'il va falloir faire. Est-ce qu'il faut améliorer l'éducation? J'ai vu aussi un môme, à un moment il y avait un môme qui devait avoir 5-6 ans, c'est le même môme dont tu as parlé Jalabert, qui était sur le bord de la route, mais j'ai vu 2-3 fois des mômes comme ça dans les montées, sans les parents, qui courent comme ça le long des coureurs, sans les parents. Et je sais pas, si vous voulez tuer votre enfant, n'en faites pas, comme ça c'est plus rapide. Mais c'est juste que ça m'emmerde de la part du public, qu'il n'y a aucune notion il y a une course cycliste qui se produit. C'est-à-dire quand je vois des mecs qui font des selfies comme ça, c'est quoi l'intérêt de faire un selfie comme ça devant les coureurs, en tournant le dos aux coureurs? C'est quoi l'intérêt? Juste 10 secondes. Quand tu vas sur le Tour de France, l'intérêt c'est de voir les coureurs. Si tu tournes le dos aux coureurs, c'est quoi? C'est juste pour dire j'ai vu le Tour de France? Bon, dans ce cas-là, achète-toi un cerveau, Coco. Mais bon, si tu vis que pour les réseaux sociaux, il y a un moment, ça va poser problème. Il y a une partie du monde que je ne comprends pas et que je ne veux absolument pas comprendre en passant. Mais c'est déplorable. Et le mec qui montrait son cul, ça m'aurait bien fait marrer qu'il se pète la gueule comme une merde. Mais c'est minable, nul. Et j'espère que cette personne-là, on lui foutra bien la honte sur les réseaux sociaux. Voilà. Quoique, est-ce que c'est l'idée de lui foutre la honte dans les réseaux sociaux? Parce que son objectif, c'est ça, je pense. Ce qui veut dire que son objectif de vie est absolument lamentable. Et c'est une vie assez triste, que je ne veux pas avoir. Note de l'étape, 11/20. Je ne m'attendais pas à grand-chose.
Parce que bon, j'en avais parlé à un moment dans la présentation du Tour de France, ou dans le premier départ fictif où j'avais dit l'étape du Grand Colombier, j'ai peur que ça soit pas suffisamment dur en montée sèche. J'avais dit le Grand Colombier avec d'autres difficultés, pourquoi pas, c'est une belle montée, mais tout seul, j'ai peur qu'il se passe pas grand chose. Bah, si c'est pas passé grand chose, parce que le Grand Colombier, c'est pas rampe. Ça veut dire que tu as des périodes de plat et ça montait pas assez vite, même si UAE est monté très fort, il n'y avait pas assez de pente à certains moments pour vraiment faire le ménage. C'était pas une pente assez régulière pour faire le ménage. Et ce qui fait que, ouais, bah, on n'a pas eu beaucoup de spectacles sur la fin. Et vu que c'était vraiment le gros Colombier qui devait apporter le spectacle, bah, quand la dernière difficulté, il se passe pas grand chose. C'est pas hyper passionnant. Bon, on passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec David Gaudu. Du côté de David Gaudu, bah, il est à sa place. Hein. Alors, il fait pas de montée mauvaise aujourd'hui, mais je le mets en plus-moins. Il fait pas de montée mauvaise, la Groupama fait pas une mauvaise étape, mais Gaudu, il est 9e du général ce soir. Quand je regarde un petit peu qui y a devant lui au général, parce que quand on regarde 10 secondes qui il peut y avoir devant lui, Gaudu il est 9. Devant lui c'est Pidcock. Devant lui c'est encore Bilbao. Alors il y a peut-être Bilbao, il peut regarder une place, mais pour moi, s'il fait 7, ça sera déjà bien. C'est-à-dire que quand vous regardez le top 9, Pidcock est plus performant que lui et je pense qu'il est capable de tenir 3 semaines. Il y a Rodriguez, on ne sait pas trop, parce qu'aujourd'hui c'était une chouille moins bien. Simon Yates ou Adam Yates, parce que je dis que les deux, souvent, ils finissent pas très bien leur grand tour. Enfin, Adam Yates finit pas très bien ses grands tours. Simon Yates, c'est toujours un jour où il explose complètement. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment eu de jour où il a explosé complètement, donc ça va peut-être arriver, mais top 5, ça sera pas jouable pour Gaudu. C'est ça qui est un peu triste sur ce Tour de France. C'est que Gaudu, en termes de résultats, bon, même s'il fait top 10, bah, ça sera quand même un peu une régression par rapport à l'année dernière. Et du côté de David Gaudu, on se posera toujours la question de est-ce qu'il est capable de faire mieux? Est-ce qu'il est capable de rentrer sur un podium, sur un grand tour, que ça soit Giro, Tour de France, Vuelta? Ça va commencer à être une question pour Gaudu. Parce que le projet Groupama aujourd'hui est autour de David Gaudu. Ça sera mi-figue, mi-raisin quand même le Tour de France de David Gaudu. Alors, moi je pense qu'ils ont fait des erreurs sur la préparation en voulant tout changer. C'est-à-dire qu'on a vu, c'est ce qu'ils nous disaient à chaque fois, c'est qu'ils ont voulu changer énormément de choses dans la préparation avant le Tour de France de David Gaudu. Je pense que c'était une erreur. Voilà. Le corps a des habitudes, tu ne peux pas changer du tout au tout. Il faut changer par petites doses avant la préparation d'un grand tour. Là, les mecs, j'ai l'impression qu'ils ont voulu tout révolutionner. Je pense que ça, le corps de David Gaudu ne l'a pas bien accepté. Mais en plus, moi j'ai un problème avec Gaudu, je le dis toujours, c'est que là, aujourd'hui, il tente rien. Il suit. Il s'est pas dit, tiens, je vais peut-être anticiper dans le Grand Colombier. Depuis le début du Tour de France, il est 9e du Tour. J'ai plus vu Guillaume Martin, j'ai plus vu Félix Gall, qui sont pourtant derrière lui au général. Et pour moi, ces mecs-là font un meilleur Tour de France que David Gaudu. Ça fait quand même, déjà son Tour de France l'année dernière, il ne fait que suivre, mais il n'est pas capable de lancer une grande offensive, de lancer un truc, parce que je trouve que c'est vraiment courir petit bras. C'est ça qui m'attriste avec Gaudu. Après, bon, 9e, c'est déjà un bon Tour de France, mais on attendait mieux de Gaudu. Raisonnablement, on attendait mieux de Gaudu, on attendait un top 5 minimum de David Gaudu. Je pense que cette année, sur le Tour de France, ça ne sera pas le cas. Donc c'est ça qui est un peu triste. Du côté du coureur français. Bon, je poursuis aussi du côté de la Groupama FDJ. Quentin Paché, il a tenté son va-tout, contrairement à Gaudu. Après, Quentin Paché, c'est un puncher. Donc, sur une montée longue comme ça, il a tenté, il a tenu 3-4 km. Et ensuite, il a explosé, il est retombé comme un soufflé au fromage, dis donc. Quentin Paché, c'est-à-dire que ça a bien décollé, et puis là, pouf, d'un coup, ça s'est écroulé, ça s'est cassé lamentablement. Donc c'est un peu triste pour Quentin Paché, parce que après, surtout quand tu vois la montée de Kwiatkowski, est-ce qu'il n'était pas en capacité de rivaliser avec Kwiatkowski? Tu te dis, parce que Kwiatkowski, c'est plus un pur grimpeur. Ça a été à une époque un coureur complet, notamment quand il était chez Soudal Quick-Step.
Depuis qu'il est chez Ineos, c'est moins le cas. Et je me suis dit, si Paché avait pas démarré aussi fort, est-ce qu'il n'aurait pas tenu avec Kwiatkowski? Bon, voilà, c'est un petit peu la question que je me pose. Et puis Madouas, il fait quand même un mauvais Tour de France. Hein. Alors je sais pas s'il se met trop la pression avec le maillot de champion de France, c'est peut-être ça, parce qu'il y a des mecs qui se mettent parfois énormément la pression quand ils ont un maillot distinctif. Je trouve qu'il fait un mauvais Tour de France. Mais il avait déjà pas fait un bon Dauphiné. Moi, je vous avais dit, j'étais très inquiet avant le Dauphiné. Alors, on a oublié parce que le championnat de France, il fait une course fantastique sur le championnat de France et on s'est dit, ça y est, là, l'année est lancée. Mais quand tu regardes bien, le Dauphiné est pas bon parce qu'il fait un moins bon Dauphiné encore que Gaudu. Son Tour de France, pour le moment, il est un peu invisible. Alors moi, ça m'attriste toujours parce que quand un maillot de champion de France, c'est pas à l'avant de la course, qu'on ne le voit qu'à l'arrière, quasiment Madouas, je trouve ça un peu toujours tristoun. Mais est-ce qu'il s'est pas mis trop la pression ou est-ce que, tout simplement, le championnat de France, c'était juste son moment de gloire de l'année et que le reste va être compliqué. Bon, voilà, c'est un peu dommage pour Valentin Madouas parce que c'est vrai que le Tour de France, c'est pas fou. Félix Gall, plus moins. C'est pas une mauvaise journée pour Félix Gall. Il est même un peu devant David Gaudu. C'est quand même dommageable qu'il ait perdu autant de temps en début de course. Gall, parce qu'il a perdu beaucoup de temps sur les premiers jours. Là aussi, j'ai du mal à comprendre la stratégie d'ADG2R parce que pour moi, il aurait fallu garder les deux au même niveau. Moi, j'avais dit, quand tu avais deux leaders, et je l'avais dit, je crois, dès la présentation du parcours, donc vraiment il y a un an, j'avais dit, il faut garder ces deux co-leaders et c'est après le Puy-de-Dôme qu'on doit décider qui on met en leader et qui on met en numéro 2. J'aurais même dû dire, c'est après le Grand Colombier qu'on aurait dû choisir. Là, on a choisi trop tôt le leader. Et c'est un problème parce que Ben O'Connor, il fait pas un grand Tour de France s'il est pas dedans. Je pense qu'en forme trop tôt, Ben O'Connor, parce que c'est un mec qui est capable de suivre un Genley pour moi. Donc là, il est vraiment nulle part. Hein. Donc, ou soit il y a une maladie, c'est mononucléose ou un truc comme ça qui cache ce mauvais niveau de performance. Mais normalement, Ben O'Connor, il devrait pas être à ce niveau-là. Et comme Félix Gall a perdu beaucoup de temps les premiers jours, tu te retrouves à avoir un mec au général qui est 14e. Mais quand tu regardes bien, Félix Gall, son classement général ne reflète pas son niveau véritable parce que pour moi, il a le niveau pour être au niveau de Pidcock et au niveau de Gaudu quand on voit aujourd'hui. Sauf qu'il a perdu tellement de temps en début de course que c'est un peu tristoun. Mais pour moi, il fait une bonne course. Alors, il va falloir voir maintenant comment il va tenir avec l'enchaînement des efforts parce que c'est un peu ça où j'ai un doute avec Félix Gall sur 3 semaines. Mais bon, aujourd'hui, il a plutôt été bon, donc on va voir ce que ça va donner. En flop, ça m'attriste un petit peu, mais Pierre Latour. Pierre Latour, parce que... Alors, j'aurais pu mettre aussi Adrien Petit. Mais Adrien Petit, c'est un sprinter, donc ça n'attendait pas à grand-chose. C'est dommageable que... Voilà, c'était... qu'ils aient mis 3 cartes chez Intermarché pour qu'il n'y en ait aucun qui fasse un grand résultat. Mais du côté de Pierre Latour... la descente, ça lui coûte cher, quoi. Et c'est triste parce que la descente n'était même pas technique, là, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il perd du temps sur une descente, mais qui n'est pas technique. C'est juste que ça va vite. Et donc là, je pense que c'est un blocage mental. Je pense que du côté de la Tour, il faut faire un travail là-dessus parce que il ne pourra pas performer dans 95% des courses du calendrier. Tant qu'il a ce déficit-là en descente, il ne pourra pas performer. Voilà. Donc, soit il devient équipier, mais s'il veut avoir un rôle important dans le calendrier du World Tour, ou même des courses Europa Tour ou autres, il y a un moment, il faut savoir descendre. Donc, je pense que du côté de Jean-René Bernaudot, ça serait bien de lui faire un stage de pilotage, ce qu'on avait fait avec Thibaut Pinot. Peut-être aussi faire un travail de préparation mentale autour de Pierre Latour, parce que je pense que c'est... Je ne sais pas s'il le fait, mais je pense que Pierre Latour, il y aurait vraiment intérêt à ce qu'il prenne un préparateur mental. Parce que dans sa manière d'appréhender les choses, de gérer les émotions, je pense qu'il y a énormément de travail à faire du côté de Pierre Latour. Énormément de travail qui peut améliorer la performance. Je pense que c'est un mec qui se pose énormément de questions, qui n'a absolument pas confiance en lui,
qui n'a absolument pas confiance en ses capacités et qui doute énormément. Et je pense que pour ce type de personnage-là dans le monde du sport professionnel, un préparateur mental, c'est obligatoire. On le voit aujourd'hui avec même des grands sportifs, je pense Teddy Riner. Teddy Riner, depuis le début de sa carrière, il est même chez les juniors, je pense quand tu vois les résultats qu'il a, la préparation mentale a été vraiment un élément important. Mais je sais qu'il y a maintenant pas mal de footballeurs qui le font. La préparation mentale, c'est prépondérant pour certains profils de coureurs. Il y a des profils qui n'en ont pas besoin. Je ne dis pas que tous les sportifs professionnels doivent faire de la préparation mentale. Il y a des mecs, un Max Verstappen en Formule 1, je crois qu'il a assez confiance en lui pour ne pas avoir besoin de préparateur mental. Esteban Ocon, par exemple, préparateur mental, je ne suis pas sûr. Voilà. Par contre, il y a d'autres profils. Pour moi, un Charles Leclerc en Formule 1, un Johann Zarco, presque en MotoGP, Pierre Latour, là, pour moi, c'est des coureurs qui ont besoin d'un préparateur mental pour avancer et pour être plus performants. Et dans le cas de Pierre Latour, je pense qu'il y a un vrai travail à faire de ce côté-là, parce que c'est pas possible. Enfin, là, on voit bien qu'il y a un vrai problème psychologique. Là, la descente aujourd'hui, c'est juste que ça allait vite, c'était pas technique. Donc, il y a un moment, faut se mettre un petit peu en condition. Parce qu'encore une fois, dans 95 courses dans lesquelles son profil-là peut aller chercher quelque chose, il y aura une descente. Donc voilà, ça veut dire que dans 95% des courses, tu vas rater la victoire parce que tu n'arrives pas à faire un truc. C'est très frustrant et au bout d'un moment, il n'aura pas de contrat à la hauteur de ses ambitions. Faut dire la vérité aussi. Et puis en flop, Romain Bardet s'est pris une petite claque quand même dans la gueule aujourd'hui, Romain. Bon, je pense qu'il le sentait, il le voyait venir. En interview depuis 2-3 jours, il disait je suis pas à 100% de mes capacités, j'ai des problèmes à régler. Alors, c'est des problèmes physiques, je ne sais pas de quel ordre, mais il sentait bien que ça ne marchait pas. Là aujourd'hui, il s'est pris un peu une claque dans la gueule parce qu'il se prend 2 minutes sur Gaudu, il finit à 3,29, je crois, un truc comme ça. 3,29, oui, 19e. Donc il se prend pas 2 minutes de Gaudu, il se prend une 30, un peu plus d'une 30 même, de Gaudu, et puis sur Pogačar, c'est plus de 2 minutes. Mais bon, comme je dis depuis le début de saison, j'ai l'impression que Romain Bardet, il est un peu à contre-temps au niveau de sa préparation physique, qu'il a du mal à avoir le bon coup de pédale. Là, depuis le début de ce Tour de France, j'ai l'impression à chaque fois qu'il est... Alors, je sais que ces derniers temps, il a souvent tendance à faire ça, à aller très loin dans ses limites au niveau de la douleur. Mais là, dès le début de col, j'ai l'impression qu'il est à fond. C'est-à-dire qu'il a déjà le maillot grand ouvert. On a l'impression qu'il est vraiment à fond. Même Thibaut Pinot semble moins souffrir que lui. Et pourtant, Thibaut Pinot, là, sur les dernières étapes, il fait 35 degrés, donc c'est un peu compliqué pour lui, quoi. Physiquement, on sait que c'est un homme qui n'aime pas ça. Mais Romain Bardet, je trouve qu'il a vraiment, en ce moment, pas vraiment le bon coup de pédale, pas la bonne allure sur le vélo. Bon, je ne sais pas trop ce qui lui arrive, mais je pense que là, au niveau de la préparation, il y a des trucs qui ne se sont pas bien goupillés chez DSM. Et pourtant, DSM sait faire. On voit avec Juliette Labousse, ils ont fait du bon boulot sur le Tour d'Italie féminin. Voilà, là, il y a peut-être des trucs qu'on a tenté avec Romain Bardet, ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai eu l'impression que depuis le début de saison, il était toujours à contre-temps. Voilà, et ça c'est difficile à expliquer, mais là j'ai l'impression que c'est un petit peu le problème qu'a Romain Bardet. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, je pense que je vais aller assez vite sur les coureurs au top. Enfin, et les bonnets d'âne, parce qu'il n'y a pas non plus... Enfin, les bonnets d'âne, il y a un peu plus de choses à dire que sur les coureurs au top. Je commence avec Michal Kwiatkowski. Vieux briscard, Kwiatkowski. Comme je le disais en introduction, Kwiatkowski, on doit le voir 2-3 jours dans l'année maintenant, depuis 4-5 ans. Alors, on ne le voit pas beaucoup plus souvent. Maintenant, c'est 3-4 jours, on lui donne sa chance. C'est lui qui est le patron de l'équipe. C'est lui qui a vraiment les clés en main. Putain, il se rate quasiment jamais. Kwiatkowski, quand vous regardez un petit peu son palmarès et le souvenir que j'ai de ces saisons, à chaque fois je me dis putain, il se rate quasiment pas depuis 2015-2016 quoi. Il se rate quasiment jamais. C'est très rare où Kwiatkowski se plante complètement.
Il y a eu la première échappée qu'il a fait sur le Tour de France où il est lâché assez vite. J'étais assez surpris qu'il soit lâché assez vite. Sinon, c'est quand même un mec qui a gagné l'Amstel l'année dernière avec une équipe à son service où ils ont dominé sur l'Amstel face à Cosnefroy. Voilà. Il est là 2-3 jours dans l'année. Mais alors les 2-3 jours dans l'année où il est là, c'est quand même du solide. Et là aujourd'hui, il était là. Il a géré sa montée comme un vieux briscard, contrairement à Paché, Interrada, Van Gils, qui sont des jeunes coureurs. James Shaw, qui est aussi un coureur qui n'a pas encore forcément énormément d'expérience dans les échappées, ce genre de choses. Lui, il les a laissés partir devant. Puis lui, il s'est dit, je me cale à mon rythme. L'idée, c'est pas d'exploser. Je prends le pari aussi que derrière, ça va un peu se tasser dans la montée. Je me cale à mon rythme. Et puis, ça a été un petit peu difficile au départ. Et puis, une fois qu'il a trouvé son rythme, son bon coup de pédale, bam, il déroule, il rattrape tout le monde. Et ensuite, ciao, bonsoir. C'est un peu ce qu'a fait Ion Izagirre hier. Hein. Première montée un peu difficile. Et puis ensuite, au fur et à mesure des montées, bam, il a pris son rythme. Et à la fin, il était démentiel. Kwiatkowski, il a fait la même chose. Il a pris son rythme. Il ne s'est pas affolé. Alors, je suis à 10 secondes, 20 secondes. Bam, je ne m'affole pas. Et puis ensuite, il déroule. Et quand il déroule, Coco, c'était bien. Alors encore une fois, son attaque, heureusement qu'il y a eu le ralenti, parce que sinon on ne l'avait pas en direct. Et encore, on ne sait pas trop comment il est revenu, comment il a géré sa montée, parce qu'il n'y avait pas de caméra d'hélico sur lui. Encore une fois, là, sentir la course, c'est pas le cas dans le cas régie. Mais du côté de Kwiatkowski, ouais, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot parce que le coureur polonais, il sait faire. Et pourtant, je me disais, quand je l'ai vu en difficulté, je me suis dit, 17 km, c'est peut-être long pour lui. Eh non, 17 km, c'était pas long pour lui. Il a vraiment géré à la perfection sa montée. Et en même temps, pourquoi 17 km, c'était pas long pour lui? Parce que quand il était chez Quick-Step, c'était un leader pour les courses par étapes. C'était un coureur qui, au début de sa carrière, Kwiatkowski, avait plutôt vocation à aller chercher des résultats sur les courses par étapes. Il s'est concentré sur les classiques d'un jour un peu plus tard dans sa carrière. Au tout début, quand vous jouez avec lui sur Pro Cycling Manager 2012, c'était un super coureur, mais plutôt de grand tour, plutôt de course par étapes. Mais là, je trouve qu'il a très très bien géré sa montée. Et puis bon, c'est quand même un mec qui maintenant est dans les pelotons depuis plus de 10 ans. Donc il sait faire, il n'est pas chez les autres qui se sont affolés. Il a dit, je vais gérer mon rythme. Nickel. Deuxième coureur au top, c'est Pidcock. Bon, je ne vais pas me répéter. C'est un peu ce que j'avais dit l'année dernière, où pour moi c'était un mec qui pouvait faire des bons résultats, enfin s'il s'en donnait les moyens. Cette année, il s'en donne les moyens. Il a perdu un petit peu de temps au début de course, lui aussi, mais moins que Félix Gall. Il est capable, je pense, d'aller chercher une étape. Après, est-ce qu'on lui laissera le champ libre? Peut-être pas. Mais pour une première course importante comme ça, où il est leader de l'équipe pour le général, ça lui est jamais arrivé, Pidcock, d'être leader pour le général, même sur des courses d'une semaine, genre Tour du Pays Basque, Tour de Suisse, ça me dit rien, jusqu'à cette année, et sur un grand tour encore moins. Je trouve qu'il fait du bon boulot, qu'il gère bien la pression. Et pour un mec en plus qu'on a assez peu vu depuis le début de saison, Pidcock, on ne l'a pas vu tant que ça. On l'a vu en VTT parce qu'il a une jambe au-dessus de tout le monde, mais sur la route un peu moins. Je trouve qu'il fait du très très bon boulot. Et alors on va voir sur des montées peut-être plus régulières, mais pour l'instant quand même il est 7e au général, devant Gaudu, devant Romain Bardet, devant les Français. Il est à 5,30, donc il est dans le match encore pour la 3e place. C'est bien ce qu'il fait. Et puis, eux, ils ont gardé 2 cartes chez Ineos. Ils ont gardé 2 cartes. Si Rodriguez a un petit coup de mou, il se mettra au service de Pidcock. On va voir ça demain, parce que c'est vrai qu'en fin de montée, Rodriguez, il n'était pas fou. Donc, on va voir comment il va se comporter demain. C'est un des coureurs qu'il va falloir suivre. Mais Pidcock, très bonne course. Et je pense que maintenant, il fait un peu peur quand même. Enfin, un peu peur à certains coureurs. Je pense qu'on ne le laissera pas partir, Pidcock, pour une victoire d'étape. Mais du côté de Jane Lay, de Bilbao, peut-être, et autres, je trouve qu'il fait du bon boulot. Van Gils,
En fait, Van Gils, il s'est vraiment mis dans le rouge. Mais je pense que ça, c'est un peu la jeunesse. Ils ont tous un peu paniqué dans l'échappée en voyant le peloton qui n'était pas extrêmement loin et où ça roulait fort. Donc ils se sont tous dit, c'est ce qu'a dit le manager de F dans la voiture. Vous attaquez à fond, il faut serrer les dents dans les premiers kilomètres. Et Van Gils, il a serré les dents, il a fait ses efforts, il a suivi, il est revenu sur Quentin Paché. Par contre, quand il a fallu changer de rythme par rapport à Kwiatkowski, il n'a pas réussi. Mais à la fin, il finit deuxième de l'étape. C'est un bon résultat pour la Lotto, surtout que c'est le meilleur résultat quasiment de la Lotto depuis le début de ce Tour de France. Donc c'est vraiment un très beau résultat. Et Van Gils, pour moi, c'est un coureur vraiment d'avenir pour Lotto. C'est un coureur qui peut faire des très très bonnes choses à l'avenir sur les courses par étapes. Jouer le général peut-être pas, mais aller chercher des victoires d'étape, ça c'est sûr. Et c'est plutôt une très bonne chose, surtout pour une équipe Lotto qui a un Tour de France qui n'est pas simple. Mais Van Gils, il a fait du bon boulot. Donc belle perf. Et puis il fallait résister quand même à Pogacar dans les 150 derniers mètres. Il a bien résisté. Donc voilà. Belle course de Van Gils, qui a aussi des petits talents de puncher quand même, le coureur belge. Mais profil très intéressant, je trouve. Et c'est un bon coureur pour la Lotto. Et c'est peut-être un bon coureur sur lequel il faut investir dans l'avenir, du côté de l'équipe belge. On passe au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Caleb Ewan. Caleb Ewan, c'est dur. C'est dur. Non, mais on lui a mis. De toute façon, j'avais dit avant le début de course, on lui a mis énormément la pression avec Destiny. Le manager de Destiny, enfin le patron de l'entreprise Destiny, qui avait dit faut qu'il ait des résultats Caleb Ewan. Bon, déjà, ça met un peu l'ambiance. Alors, j'avais dit qu'il s'était un peu refait la cerise sur les semi-classiques belges. Ça reste quand même des semi-classiques belges. Donc, il n'y a pas toujours une grosse opposition non plus. Là, il a été inexistant sur ce Tour de France. Vraiment inexistant. Alors que il y avait des étapes dures au début. Comme c'est plutôt un mec qui passe bien les bosses, on se disait, ça va être bien pour peut-être le sprint de l'étape 3. Un sprint de l'étape 3, il ne trouve pas l'ouverture. Étape 4, 5, 7. Et là, sur les derniers sprints, il est 15e ou 17e. Et autant du côté de Soudal Quickstep avec Jacobsen, la chute de Nogarou a joué, autant Ewan, il n'est pas tombé. Donc Ewan, c'est juste qu'il n'a pas les jambes. Il n'a pas les jambes, il n'arrive pas à suivre ses poissons pilotes. J'ai l'impression vraiment d'avoir Viviani, le Viviani d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir un sprinter qui n'arrive pas à faire confiance à son train. C'est quand même triste, quoi, parce que le train, t'as Guarnieri, Jasper De Beust, au début de course, t'as quand même toujours Jasper De Beust qui n'est pas mauvais en poisson pilote. T'as une équipe quand même à ton service, c'est-à-dire que la formation a été conçue pour toi. Van Gils, même s'il avait joué le général, il aurait dû se débrouiller seul. Et malgré tout, t'arrives pas à aligner un pied devant l'autre. T'as quand même tous les sprints où dès qu'il y a dès que c'est un peu touchy, il disparaît complètement. Dès qu'il faut frotter un peu, lui, ça fait partie des coureurs qui n'arrivent plus à frotter. Alors, c'est fou parce que Caleb Ewan, moi, j'ai un souvenir d'un mec qui savait frotter. Donc il y a peut-être un blocage mental, peut-être aussi encore une fois avec les chutes qui s'est prises. Mais bon, pas grand-chose à se mettre sous la dent cette année. C'est un peu comme Julien Alaphilippe, c'est des mecs qui ont des statuts de leader, mais qui n'ont pas les résultats que devrait avoir un mec avec ce salaire-là. Ça pose problème au niveau des managers. Caleb Ewan, il est payé très cher pour pas de résultats. Ça va commencer à poser des questions chez Destiny. Là aussi, c'est peut-être un coureur où il peut y avoir possibilité de rachat de contrat ou ce genre de choses. En sachant qu'on parlait de Lefebvre avec Julien Alaphilippe,
il y a peut-être des possibilités aussi d'avoir des accords avec Patrick Lefebvre. C'est-à-dire de ne pas donner 100% de la dernière année de contrat, de donner que 50%. Ou on pourrait aussi avoir l'idée qu'un Julien Alaphilippe rachète par lui-même sa dernière année de contrat. Ça s'est vu dans le football, des mecs qui rachetaient leur dernière année de contrat pour pouvoir partir libre sans indemnité de transfert. Ça pourrait être la possibilité pour Julien Alaphilippe. Mais Caleb Ewan, il est dans la même situation que Julien Alaphilippe. C'est-à-dire que c'est un coureur qui est devenu moyen, très moyen, encore pire que Julien, et qui n'arrive plus à trouver l'ouverture. Donc ça commence à être un petit peu compliqué. Les bonnets d'âne. Alors là, maintenant, vous allez voir, vous allez me dire, t'es méchant quand même. Oui, mais vous allez voir pourquoi je mets en bonnet d'âne. Pogačar. Alors vous allez me dire, tu mets Pogačar en bonnet d'âne, le mec revient à 9 secondes au général, t'es complètement débile. Vous allez voir pourquoi. Oui, il revient à 9 secondes, c'est pas mal. Mais je me pose la question, faire autant d'efforts pour 8 secondes, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce qu'il a fait, c'est-à-dire que UAE a roulé toute la journée en tête. Pendant très longtemps, ils n'ont pas laissé partir l'échappée. L'échappée avec 1 minute 30, c'est à cause d'UAE. On a utilisé énormément Mikkelberg, la Hongen, pour qu'ensuite l'échappée gagne. Donc ça va déjà pas si bien que ça, parce que je pense que l'objectif était de gagner pour Pogačar. Et en plus de la montée finale, moi je m'attendais à ce que ça soit la grosse essoreuse, mais vraiment la grosse essoreuse. Et là j'ai plutôt eu l'essoreuse à salade. C'est-à-dire la petite essoreuse à salade achetée chez Action à 2 €. C'est-à-dire que, encore 2 €, elle est peut-être moins chère que ça. C'est-à-dire que il n'y avait pas énormément de rythme en fait dans la montée finale. Ça, je m'attendais vraiment à ce qu'on accélère comme des malades. Pendant très longtemps, on avait quand même un peloton de 10-15 coureurs. Alors Marc Solé, il a fait un gros boulot. Alors ensuite, on a lancé les hostilités. Moi, dès que j'ai vu Adam Yates sortir, je me suis dit, Sepp Kuss va réagir. Donc, il va prendre la route Sepp Kuss et Vingegaard va prendre la route Pogačar. Mais j'étais surpris. Maïka a fait un peu de tempo, mais c'était pas si rapide que ça. Là, c'est surtout Marc Solé qui a fait un gros job aujourd'hui. Mais rouler toute la journée pour gagner 8 secondes, je trouve que c'est énormément de dépenses d'énergie pour, j'ai envie de dire, encore pas grand-chose. Alors, soit on pense que Vingegaard est capable de nous la mettre sur le contre-la-montre et peut-être encore sur une étape, et on se dit, bon, il faut prendre de l'avance. Donc, il faut tout faire pour récupérer ce retard-là. Ou soit, on s'est raté en termes de stratégie aujourd'hui, et on voulait jouer la gagne, sauf que on a roulé tellement fort pour pas que l'échappée parte, qu'on n'a pas été en mesure de revenir sur l'échappée parce qu'on n'avait plus de personnel. Et qu'en plus, comme personne n'a voulu collaborer avec nous, ça a été un petit peu compliqué. Mais dans la montée, ça n'a pas roulé si fort que ça parce qu'ils reprennent 3 minutes à Kwiatkowski en 17 km. Ce qui n'est pas si dingue que ça, au final. Donc, ouais. Et encore, parce que Kwiatkowski, il est lâché très vite. Donc, ils ont à peine repris 3 minutes sur Kwiatkowski en 17 bornes. Donc, ouais. Un peu, voilà, je trouve que c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. La Jumbo, dernier flop du jour. Pourquoi la Jumbo? L'effort de Tiesj Benoot hier, on le voit. Je trouve qu'autour de Vingegaard, il n'y a plus grand monde. Il y a Sepp Kuss et Sepp Kuss. Kelderman, il a explosé très tôt. Bien plus tôt que Marc Solé. Bien plus tôt que Maïka. C'est pas très rassurant pour Kelderman. Surtout que Kelderman... il y a des grands tours où il a mal fini. Je sais que pendant très longtemps, il avait un peu, c'était la tradition néerlandaise de mal finir les grands tours comme Tendam, comme Bokeh Mollema, par exemple. Il avait cette faculté à pas très bien finir les grands tours, avoir une dernière semaine compliquée. Donc si c'est ça, la dernière semaine risque d'être dure. Et Tiesj Benoot, les efforts d'hier. Encore une fois, je vous ai dit, hier, quand il n'était pas dans le premier groupe au sommet de la dernière bosse du jour, et qu'on a vu que Johan Izagirre et qu'on ne reviendrait pas sur Johan Izagirre, pour moi, Tiesj Benoot, fallait qu'il se relève. Or, Tiesj Benoot, c'est peut-être celui qui s'est le plus investi dans la poursuite derrière Johan Izagirre,
il a explosé dans le final. Donc soit on a couru comme si on avait besoin de points UCI, comme si on avait couru comme Arkea. Sauf que eux, ils n'avaient pas besoin de points UCI. Donc dans ce cas-là, il fallait faire relever Benoît parce que le reste de la semaine va être très compliqué et que Benoît, c'est un élément important. Van Aert, pas fou. Laporte, par contre, monte en puissance. Hein. Donc il va bien finir. Christophe Laporte, peut-être aussi, il y a les championnats du monde pour Christophe Laporte. C'est un terrain qui peut lui convenir. Et du côté de Tige Benoît, il a souffert de sa étape de la veille. On a vu tous ceux qui étaient devant hier. Ils ont eu une étape un petit peu compliquée. Mais pour moi, oui, c'est un problème parce que Benoît, c'est un élément important dans cet effectif Jumbo. Alors après, Vingegaard, il perd 8 secondes. Bon, c'était à partir du moment où ça s'est joué dans le final explosif comme ça correspond plus aux qualités que Pogačar que Vingegaard. Mais je trouve que son équipe est assez faiblarde et qu'il se retrouve très vite seul. Alors vous allez me dire, Pogačar, son premier Tour de France, il l'a gagné en étant tout seul. Oui, mais dans ce cas-là, il ne faut pas avoir de problème. Il ne faut pas avoir de problème technique. Il ne faut pas avoir de problème de vélo. Pogačar, quand il gagne son premier Tour de France, je rappelle qu'il perd quand même 45 secondes sur un coup de bordure qui aurait pu lui coûter très cher à l'arrivée. J'espère qu'il ne va pas y avoir un problème technique où à un moment il va se retrouver en difficulté à Vingegaard parce que à part Sepkus, et Sepkus la dernière semaine j'ai un peu peur quand même parce que il a fait un Giro et que le Giro a été très dur. C'est pas une question d'enchaînement de grands tours, il l'a déjà fait sur la Vuelta. Le problème c'est que cette année on a eu un Giro qui était très dur au niveau des conditions climatiques. Pas forcément au niveau du rythme de course, mais au niveau des conditions climatiques, qui a été très exigeant au niveau des conditions climatiques. Donc est-ce que Sepkus va bien finir, surtout qu'il a quand même déjà pas mal de jours de course dans les pattes? Je sais pas, mais je suis pas très rassuré, voilà, pour la situation de la Jumbo. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!